quelle est la différence entre ce que l'excellence Moutamba est en train de faire et ce que Luzolo Bambi a fait? N'est-ce pas que Luzolo Bambi a envoyé des gens à Ngenga? N'est-ce pas qu'il a envoyé des Kuluna à Buluwo? N'est-ce pas qu'il a fait? Ok. Il y a eu l'opération Likofi ici. N'est-ce pas que, voilà, on a ouï dire qu'on a tué les gens ici? Mais pourquoi? On doit se poser les questions comme des humains. Évoluons. Mais pourquoi, malgré tout ça, ce phénomène est récurrent? Ça veut dire peut-être que la cause est ailleurs. Réfléchissons aussi à la cause. Réfléchissons à la cause. Et pour vous, la cause, c'est notamment la pauvreté. La pauvreté, il y a plus... Le chômage. Le cercle familial a été brisé par beaucoup de raisons. Si aujourd'hui, le président Moïse veut se mettre ensemble avec le président Kabila parce qu'il y a un intérêt commun autour de leur combat politique, je pense qu'ils ont le droit de les faire. Mais par exemple, moi, j'ai combattu le régime de Kabila ici, au Congo. Alors, j'ai quand même des questions à poser sur cette alliance. Alors, il faut se le dire, est-ce que cette alliance, c'est seulement pour la conquête ou la reconquête du pouvoir, ou bien cette alliance est vivement souhaitée pour changer la vie de la nation ou changer la vie de Congolais? Alors, j'insiste, chacun a le droit de s'allier avec qui il veut, mais je souhaiterais vraiment que certaines questions soient posées et que certaines réponses soient données. Surtout, personnellement, je ne me vois pas en ce moment, n'ayant pas eu des réponses, je ne me vois pas m'allier, par exemple, à celui que j'ai combattu hier, parce que j'estimais que son régime, voilà, il y avait des violations des droits humains, etc., voilà, corruption, etc., et qu'aujourd'hui, je me retrouve encore dans l'opposition. Je ne me vois pas sans poser certaines questions. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Netoko Maka légende na 3.5, 4.5, to 5.5 $. Signature Yalibela et Tikali. Inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Bienvenue sur Politiquant, la force du détail. Faut-il y aller avec des méthodes drastiques? Il faut dire que depuis quelques semaines déjà, la question de l'exécution de la peine de mort a relancé un véritable débat. Débat partagé entre ceux qui y voient la véritable volonté affichée par le pouvoir d'éradiquer complètement la criminalité dans la ville, et d'autres qui expriment des craintes sur des éventuelles dérives judiciaires. D'ailleurs, du côté des abolitionnistes, certains pensent qu'il ne faudrait pas ériger ce système en un abattoir des innocents. Que faire? Qui a tort? Qui a raison? En ce début 2025, nous avons l'immense plaisir d'arracher la parole à quelqu'un qui ne parle que très peu. On va dire qu'il ne parle que quand il a à dire. Député national élu de la FUNA à Kinshasa. On a l'immense Christelle Vwanga sur notre plateau. Bienvenue, honorable. Merci, cher Jean-Pierre. Et bonne année. Bonne année, meilleurs vœux à vous également et à tous vos téléspectateurs. Merci beaucoup. De nous recevoir. Merci pour l'honneur que vous nous faites de commencer 2025, de signer votre rentrée politique chez nous. C'est un honneur qui est partagé, parce que vous êtes quelqu'un que j'admire énormément. Merci. Et c'est important, lorsqu'on est politique, d'avoir quelqu'un qui peut vous aider à ressortir vos convictions. Et je pense que vous le méritez amplement. La main sur le cœur, on vous dit merci. Il faut dire qu'on a cherché cette émission et pendant longtemps. Ça tombe bien, on l'a aujourd'hui. Bien évidemment. Comment vous sentez-vous? Comment commencez-vous votre année 2025? Sur quelle note? D'optimisme.
Ça n'a pas été facile pour moi l'année passée. Politiquement, je revenais des élections. C'était très dur à Kinshasa et ceux qui me suivent le savent, j'ai été élue seule. Seul député de son parti politique et de l'opposition à Kinshasa. À Kinshasa, c'est une lourde charge et c'est également une réponse de mes électeurs par rapport à ces 5 années de travail. Et moi, je le considère plutôt comme une gratification. C'était leur manière de me dire que tu as été avec nous pendant 5 ans, malgré que la tendance était plutôt vers la majorité ici à Kinshasa. Mais ils ont opté de me sauver. Donc, j'ai été élue seule de l'opposition. Ensuite, j'ai été attaquée à la Cour constitutionnelle par tous les membres de la majorité qui étaient à la FUNA. Il y a eu notamment Henri Touamou, parce qu'on a vu les vidéos sur Internet. Oui, exactement. Bon, elle essayait, au fait. Elle savait qu'elle ne pouvait rien, mais elle essayait. Il y avait elle, il y avait des autres également. Donc, c'était, je considérais, pour moi, c'est l'école d'apprentissage. C'est ça la politique, il faut se forger. Et pour moi, quel était votre secret? Comment avez-vous pu réussir à sortir du lot là où tous les autres sont restés noyés? Qu'est-ce que ça vous fait que d'être la seule élue de l'opposition dans une ville comme Kinshasa? Je pense que c'est la proximité. Vous savez, mon mentor parlementaire, l'honorable Lokondo, et à son âme, il me disait toujours, Christelle, le peuple n'oublie jamais. Tu peux avoir l'impression que tu mènes des actions, que tu prends des positions, tu es seul, mais attention, le peuple n'oublie jamais. C'est au moment des élections, seul devant cette tablette, que tu vas te rendre compte que tu as fait un travail. Et donc, parmi mes chevaux de bataille, nous avons l'éducation et les droits humains, mais également la santé. Et donc, nous avons fourni à peu près à 100 écoles de la FUNA, des bibliothèques, des laboratoires. Vous pouvez imaginer ce que ça représente en termes d'énergie. À une centaine d'écoles. Voilà, donc à une centaine d'écoles. Et sur fonds propres ou des fonds reçus des partenaires? Il y avait aussi des partenaires. Il y avait des partenaires, en tout cas, comme l'UNESCO, qui nous ont remis beaucoup de matériel. Et le plaidoyer, c'est vous qui l'avez mené? Mais les plaidoyers, c'est moi. Bien évidemment, c'est moi, parce qu'on ne donne pas à qui veut. Il faut faire des exercices, il faut écrire, il faut motiver le projet pour que vous soyez financé. Il y a notamment des églises également qui ont bénéficié de nos plaidoyers, sans compter les hôpitaux. Si vous remarquez, tout programme, que ce soit sur la drépanocytose, que ce soit sur le cancer ou sur la santé sexuelle et reproductive de la femme, vous allez remarquer qu'il y a toujours, lorsque le projet est encore pilote, il y a toujours les hôpitaux de la FUNA qui commencent. Donc, ça veut dire que c'est un travail que je faisais et que je fais également. Et je pense que c'est dû à ça que le peuple a constaté. Et il a dit. Et moi, je battais campagne, c'est-à-dire j'étais prise en sandwich, comme on le dit. Donc, d'un côté, j'avais les députés de la majorité qui se sont réunis contre moi. C'était la première fois d'ailleurs que je vois les députés de la majorité unis contre une députée de l'opposition. Et de l'autre côté, j'avais quelques collègues avec qui on était ensemble. Des collègues de l'opposition. De l'opposition également, qui me serraient. Et donc, j'avais compris que je représentais quelque chose et que je devrais redoubler d'efforts afin de conquérir ce siège. C'est ce que nous avons fait. Vous avez beaucoup appris de cette élection. Hein, certains disent qu'il y a eu plutôt de nominations. Vous restez convaincu que vous aviez été réellement réélu? Je pense que s'il y avait nomination, je ne vois pas pourquoi on va me nommer. Je ne vois pas. Je présente aucun critère de nomination. Tout ce que je sais, c'est que le matin, il y a des journalistes qui faisaient la honte, qui commençaient à m'appeler pour me dire « Honorable, ça va, hein? Vous êtes partout, on a affiché les résultats, vous êtes partout. » Et les premières personnes qui vont me donner vraiment les résultats, ce sont les observateurs de l'Union européenne et de la SENCO. Ils étaient en train de ce qu'on appelle le compiler dans leur bureau. Et lorsque j'ai dépassé les 6000 voix, ils m'ont appelé en conférence ils étaient contents. Ils disaient, voilà, tu viens de dépasser les 6000 voix, ça y est, tu as ton siège. Et donc, quand on parle de la nomination, je ne sais pas, j'y suis pas, ça ne me concerne pas. Vous l'avez mérité. Merci beaucoup. Vous avez beaucoup appris de ces élections. On espère que vous resterez la même, que vous ne changerez pas. Mon fil conducteur, c'est le peuple. C'est le peuple, c'est la population de la FUNA, de Kinshasa et de la République démocratique du Congo en général. Et à chaque fois que je réfléchis,
Si je dois poser une action ou je dois prendre une position, je me pose toujours la question, c'est quoi l'intérêt de mon peuple? Et s'il n'y a pas l'intérêt de mon peuple, je ne pose aucune action, je ne prends aucune position. Ça, c'est l'honorable Kondo qui m'a appris et j'essaye de pérenniser également à mon tour, d'apprendre aux nouvelles politiques qui arrivent. Et je pense que si et seulement si tous les politiques agissaient de la même façon, peut-être qu'il y aurait eu un léger changement. Et pour cette mandature, vous êtes non inscrite. Oui. On va dire électron libre. Oui. Pourquoi ces choix? C'est un choix personnel parce que je pense que l'homme ou la femme est appelé à évoluer. Ceux qui me suivent depuis le début, ils savent que j'ai un penchant vers la politique internationale. J'aime beaucoup ce qui se passe à l'international et je pense qu'on a laissé beaucoup de temps libre, ce qui fait qu'au niveau plaidoyer, tous nos ennemis étaient en avance. Pourquoi? Parce qu'ils avaient envahi les Nations Unies, la francophonie, l'UNESCO, ils sont partout. Alors nous sommes absents. Nous sommes absents. Et je pense qu'il faut qu'il y ait des filles et des fils de notre pays capables aussi d'inverser la tendance au niveau international. Et de temps en temps, je m'applique, je suis sur les droits humains, sur les droits des femmes. Vous êtes tout le temps en déplacement. Bon, ça dépend. Tout le temps parti. Bon. Après, on vous suit sur TikTok, notamment sur X. Après, la nature, pour ne pas dire Dieu, a illuminé mes chemins dans ce sens, qui fait que je suis beaucoup sollicitée sur ces questions-là, au niveau tant national qu'international. Et il peut y arriver, on convoque une réunion au niveau du parti, je ne suis pas là. Je ne suis pas là aujourd'hui. Quand tu n'es pas là première fois, deuxième fois, troisième fois, ça ne sonne pas bien. Alors, pour rester cohérente, cohérence pour cohérence, j'ai préféré évoluer en tant qu'indépendant. Est-ce que dans ces combats internationaux, vous vous sentez soutenu par votre pays? Je suis un peu... C'est quand même... C'est une question à laquelle je ne m'attendais pas. Mais je pense que le soutien est subjectif. Toi, tu me soutiens, c'est bien pour moi. Tu publies et tu partages mes activités. Pour moi, c'est déjà une forme de soutien. Après, je sais que je suis... Malgré que je suis indépendante, mais plutôt je suis membre de l'opposition parlementaire, je ne peux pas souhaiter avoir le même soutien que mes collègues qui sont membres de la majorité. Ça, il ne faut pas rêver. Je n'aurai pas ce soutien-là, mais ça, il faut le dire, je ne ressens pas une discrimination à mon égard. Je ne vois pas, lorsque je viens par exemple voir le professeur Chilumbai de l'UDPS qui est chargé de la diplomatie parlementaire, à chaque fois que je suis invitée, jamais il m'a dit je ne signe pas l'autorisation de sortie. Au contraire même, je sens qu'il me pousse. Il dit voilà, c'est ce que tu fais, c'est ce que tu aimes faire. C'est aussi une branche parlementaire, la diplomatie parlementaire à travers les droits humains, tu peux le faire. Donc je ne me sens pas discriminée, mais je ne demande pas non plus à être traitée comme un membre ou une membre de la majorité. Bien, on est d'abord et avant tout député. Exactement. Et vous, le président a promis des cadeaux cette année, vous aurez votre Jeep. Ce n'est pas à l'ordre du jour dans l'émission. Mais bon, on peut passer. Vous vous sentez à l'aise? Très à l'aise. Pour arriver ici, vous avez mis jusqu'à 3 heures de route. Exact. Pourtant, on est à moins de 20 km dans un bouchon. Les vieux démons qui reprennent leurs droits après les fêtes. Ça vous choque qu'on en soit là? Ça me choque comme d'ailleurs tous les Congolais, ça nous choque parce qu'on ne peut pas vivre dans une ville qui est étouffée de la sorte. Je pense que lorsqu'on parle de politique de développement, évidemment, tout ce qui se passe aujourd'hui, on peut le mettre dans le compte de la vision du chef de l'État parce que c'est la continuité du pouvoir qui est passé, qui continue d'ailleurs dès ces 5 ans. Le gouverneur, c'est vrai, il va dire c'était pas moi, mais en réalité c'est le même microcosme de dire que voilà, la ville, en 5 ans, on pouvait décongestionner la ville, notamment avec le transport de masse. On a plaidé depuis toujours pour les lignes des trains. Et on a même, moi je me rappelle, à chaque fois que j'ai pris la parole à l'Assemblée nationale, j'ai tiré la sonnette d'alarme sur le fait que Mboudi, désormais, accueille de millions de Congolais et que dans quelques années, Mboudi va
va pratiquement ressembler à la Tchangou. Et il faut commencer par penser au transport de masse qui va peut-être longer le train, je vais dire par là les trains, qui va longer le fleuve Congo jusqu'au centre-ville ou sinon à Kitamo Magasin. Et donc, on doit réfléchir de cette manière-là. On ne peut plus réfléchir, créer les compagnies de bus qui viennent après 2 ans, après 3 ans, qui tombent en panne, qui brûlent dans les garages, etc. On doit vraiment réfléchir on doit quitter l'architecture léopoldienne, on doit réfléchir de Kinshasa nouveau. Et si on braque désormais nos yeux vers Maluku pour dire qu'on va construire, c'est une bonne chose, mais il faut être cohérent et il faut être honnête. Il ne faut pas que l'on desserve, qu'on fasse sortir l'argent et que demain, des projets, des slogans, c'est pas ce qu'on veut. Et il faut qu'on réfléchisse. Alors, lorsqu'on regarde les embouteillages, vous savez que ça a un impact même sur la santé. Ouais. Parce que ça vous stresse. Et lorsqu'on stresse, on a des maladies comme des nerfs sciatiques, des AVC. Vous imaginez, vous avez un rendez-vous de travail ou d'embauche à 12h, vous quittez la maison à 9h, mais jusqu'à 12h, vous êtes encore sur la route, etc. Sans compter la pollution de l'environnement, parce que nous polluons l'environnement aussi. En tant que nous restons dans nos voitures, sur les rues, nous polluons l'environnement. Donc, c'est un problème qui peut être vu dans plusieurs sens et ça impacte négativement sur notre société. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une volonté de trouver des solutions? La volonté, on est habitué avec des slogans politiques. Ouais. Si on peut l'accorder pour dire que c'est la volonté, ça dépend. On reste subjectif sur ce point. Mais moi, je pense que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a comme énergie, on doit canaliser. Si on ne canalise pas, par exemple, je ne comprends pas, on n'est pas prêt de réhabiliter les routes, mais on les ferme déjà. Je ne comprends pas. 1 mois des routes fermées, sans début de travail, etc. Mais on ne comprend pas en réalité qu'est-ce qu'on veut. Et donc, ce sont des calculs qu'on doit faire. On doit calculer même à Kinshasa. On doit calculer, je pense qu'il y a des géomètres, il y a des urbanistes, etc., qui doivent calculer si on ferme ici, par exemple autour de Mama Yemo. Mama Yemo, c'est notre hôpital, c'est notre patrimoine. C'est là que nous allons lorsque nous n'avons pas d'argent, lorsque nous nous sentons limités. C'est notre hôpital à nous. Moi, je dis toujours, si j'ai un problème, emmenez-moi là-bas. C'est notre patrimoine. Mais lorsqu'autour de Mama Yemo, vous fermez par-ci, vous fermez par-là, les femmes enceintes qui viennent pour accoucher, des personnes accidentées, est-ce que vous réfléchissez rien qu'autour de Mama Yemo? C'est parce que la route est en piteux état. Exactement, j'ai dû faire... Il y a des bouts partout, des eaux stagnantes. Le tronçon, j'ai dû faire 1 heure. Alors pensons aux malades. Exactement, c'est là où je veux qu'on puisse réfléchir. C'est-à-dire la volonté y est, mais à part la volonté, il y a l'applicabilité qui doit partir avec une intelligence. C'est-à-dire on ne se réveille pas un matin, on dit Kanga Awa. Non. Tout doit être calculé et tout doit être mutualisé. Voilà, et c'est des cours tronçons qui ne peuvent pas prendre un mois de travail. Qui ne peuvent même pas prendre 1 mois. Et là, c'est la population qui souffre, évidemment. Et la population, pour moi, commence à s'habituer à la souffrance. Et lorsqu'on s'habitue à la souffrance, c'est très, très dangereux. Parce que nous paramétrons notre cerveau à l'habitude, à la souffrance, et ça peut avoir des incidents graves sur notre... Oui, des incidents, parce que hier lundi, il y a eu échauffourée entre transporteurs et passagers qui ne digéraient pas, que les conducteurs ne respectaient pas la nouvelle grille tarifaire. Ça a posé des ennuis dans la Tchangou. Votre circonscription électorale, la Funa, c'est là qu'on va dire, si on n'exagère pas, c'est là qu'il y a le bastion, notamment de la criminalité. Bumbu, c'est les morts, je crois que c'est toujours à la Funa. Makala, c'est là le bastion. Les pires délinquants de la ville viennent par là. Il y a des mesures drastiques envisagées désormais par le gouvernement. Soit on les envoie dans des prisons de haute sécurité, ou certains vont être malheureusement exécutés. CNN a annoncé il y a 1 semaine qu'on en avait déjà exécuté 100, 120 au total. Et le ministre était vite monté sur ses grands chevaux pour démentir, comme pour dire que rien n'a encore été fait jusque-là. Il a annoncé lui-même que désormais on va exécuter. Je voudrais qu'on regarde. On regarde la déclaration du ministre Constant Mutamba. On vous reçoit ici notamment parce que vous êtes présidente du réseau parlementaire des abolitionnistes.
des gens qui militent contre l'abolition de la peine de mort. Il faut rappeler en passant que l'année passée, nous avions, nous, RDC, levé le moratoire sur l'exécution de la peine de mort, moratoire qui existait depuis 2003. Et donc, nous faisons partie des 70 pays qui appliquent encore la peine de mort. On regarde le ministre Moutama, ensuite on reviendra à vous. Honorable, ne nous quittez pas. La promessa qui nous était, en même temps, toujours humiliser la prison, en même temps, pour faire exécuter peine de mort. Donc désormais, bakangio rozala lisusu na boloko te. Pour faire exécuter peine de mort, ndenge boyebi ezalaka par fusillade topé par pendaison. Et qu'on servir na leçon na bakuluna babandi nyusu. Tolingi lisu komona takuluna moko te na ville ya Kinshasa na baville nyonso ya mboka. Voilà message oyo nalingaki napesa bino bosambela déjà. Bosenga déjà pardon na Nzambe na bato oyo bosalaka mabe. Merci. Oh, 24 personnes. 24. Oui, des mesures drastiques, comme qui dirait au grand mot, des grands remèdes, c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de curiosité dans la position de Monsieur le ministre de la Justice, notamment lorsqu'il dit que ça va servir de leçon. Bon, mettons d'abord ça en parenthèse, quand le ministre dit que je vais exécuter. Je voudrais demander au ministre, il parle en tant que qui? Parce qu'il y a un principe de loi qui s'appelle la légalité. C'est-à-dire, nous votons la loi notre mère. Notre mère, c'est-à-dire au moment où moi je suis fort, au moment de faiblesse des uns et des autres, c'est la loi qui nous dirige. Et nous avons une loi en République démocratique du Congo qui parle, qui met en œuvre même l'exécution. Comment ça va se passer, la condamnation, qui même dit, lorsque vous êtes condamné à mort, voilà, vous pouvez aller en appel, ensuite, voilà. Donc, il y a un processus qui doit être respecté. Ça, c'est d'abord une curiosité. Tous ces délinquants qu'on a vus ont tous été condamnés en première instance. Ils Exactement. ont interjeté appel. Ils ont interjecté appel, donc on ne peut pas se réveiller et dire à quelqu'un qui a été condamné au premier degré de dire que je vais te tuer demain. Non, on n'a pas ce droit-là. Il a droit à faire appel et à suivre le processus jusqu'à la fin. Ça, c'est la loi qui le dit. Et ni le ministre, ni moi, député de l'Assemblée nationale, nous avons le droit d'aller au contraire de cette loi. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas parler ainsi devant la population. La deuxième chose, monsieur le ministre dit que ça va donner une leçon aux autres colonnats. Cher Jean-Pierre, j'aimerais qu'on fasse un peu l'historique du banditisme dans la ville de Kinshasa. Nous sommes en 1968. Il y a un taux élevé de banditisme, comme on dit, délinquance juvénile, dû à l'exode rural, Léopoldville à l'époque. Alors, on va nommer un gouverneur qui s'appelle Jean-Foster Manzitala. Alors lui, il se présente, il dit, la seule solution, c'est qu'il faut couper les têtes, il faut tuer, la peine de mort. Il sera même renforcé par une ordonnance loi qui lui permettra en ce moment-là de tuer les gens à Kinshasa. Alors il a terrorisé, il a tué, il a coupé les têtes, il a pendu, il a fait exécuter par 3 rafales, comme le dit la loi. C'était entre 1968 et 1970. Mais en 1975, Kinshasa va revivre encore un taux élevé du banditisme. En ce moment-là, ça a changé. On attaquait plus les proches de la présidence jusqu'à ce qu'on va tuer le président, le docteur, le médecin du président de la République, où il y aura un grand procès dans la ville de Kinshasa en 1977. Et en 1978, le procureur de la République va prendre une décision. Il a dit, peut-être depuis longtemps, on s'est trompé. Peut-être que lorsque l'on veut mettre fin au banditisme des enfants ou la délinquance juvénile, on doit repenser la loi. C'est comme ça que ce procureur va revisiter la loi de 1968 pour donner plus de force aux éducateurs sociaux, aux églises, aux ONG,
afin de former les gens. Moi, je ne peux pas interdire, parce que j'ai vu quelques tweets, l'honorable Christelle Voanga ne veut pas qu'on tue les Koulouna, je n'ai rien à voir. Parce qu'on vous oppose justement la cruauté des actes de ces délinquants, ces jeunes gens. Vous connaissez qui n'ont pas de limites. Vous connaissez la fenêtre d'Overton. La fenêtre d'Overton, ce sont des recherches qui ont été faites par un juriste, sociologue, politologue américain sur les discours des hommes politiques. Voici ce que Overton dit. Il dit, lorsque les grands politiques, les hommes politiques ont besoin de surfer sur le populisme, souvent ils opposent à la population deux choses. Ils disent, il y a l'insécurité, donnez-moi la peine de mort. Alors que le ministre Moutamba le sait très bien qu'on ne peut jamais mettre fin au banditisme par la peine de mort. Il n'y a aucun lien, ni la présence, ni l'absence de la peine de mort dans la législation pénale peut arriver à mettre fin au banditisme. Les pendaisons publiques peuvent avoir un effet dissuasif. Le président Mobutu n'a-t-il pas pendu 4 martyrs? Qu'est-ce qu'il avait dit à l'époque? Il a dit, je fais ceci pour tirer la sonnette d'alarme. Quiconque voudra mettre à mal notre régime, mon pouvoir sera pendu. Est-ce que ça a empêché à l'UDPS de créer la plus grande opposition? Est-ce que ça a empêché aux étudiants de faire une grande marche? Est-ce que ça a empêché aux ONG de droits humains, des personnes particulières à lever la voix et à parler contre les régimes de Mobutu? Ça ne sert à rien. On ne peut pas mettre fin au banditisme, à la criminalité par la peine de mort. C'est la mauvaise solution. Je vous ai parlé de la fenêtre d'Overton. C'est comme ça que les politiques agissent. Qu'est-ce que vous suggérez, vous? On reviendra à ça. Je voudrais insister sur ce fait pour que la population comprenne. Alors, on va évoquer même les conflits armés. On va dire que voilà, il y a des conflits armés. Encore une fois, c'est la fenêtre d'Overton. Ce n'est pas la peine de mort qui va mettre fin à la guerre dans l'Est. C'est faux. L'Angola a aboli la peine de mort alors que l'Angola était en pleine guerre civile. C'est un choix du pays. On prend l'exemple des États-Unis. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui gardent encore la peine de mort, qui exécutent. Mais regardez ce qui se passe. Est-ce que des gens ont peur de la peine de mort? Ils se réveillent le matin, ils tuent des gens. On entend des jeunes qui entrent avec des armes dans les salles des classes qui tuent les gens. Ils savent qu'ils auront la peine de mort. Mais en parlant des pays qui ont aboli, à Genève en 2022, notre ministre des Droits humains expliquait que ces pays qui ont aboli étaient en situation de paix. J'y étais, j'ai pris la parole à l'honorable Pouella. J'y étais également. Ce n'est pas question de paix ou ce n'est pas question de guerre. La peine de mort, c'est une question de choix, de mettre la vie d'abord des citoyens. Alors, on entend beaucoup des choses, notamment que les droits humains, le respect, la peine de mort, ça vient des étrangers, ça vient des Occidentaux. C'est faux et archi-faux. Si nous ne sommes pas à même de connaître l'histoire de notre belle Afrique, berceau de l'humanité, cher Jean-Pierre, nous sommes au XIIIe siècle au Mali. La première déclaration de droits humains, c'est au Mali, c'est ici. La charte mondaine, premier article, l'Africain, l'humain a droit à la vie et a droit à la protection de la vie. Bien avant la Déclaration universelle des droits de l'homme, ça n'existait même pas. Mais en Afrique déjà, chez nous, on a écrit, on a réfléchi sur la protection de la vie. Le débat n'est pas à ce niveau-là. Le débat également, c'est la banalisation de la peine de mort. C'est-à-dire, on se réveille un matin, on commence à dire, toi, je vais te tuer. Toi, si tu fais ceci, je vais te tuer. Toi. Et le fait d'en parler, parce qu'on a l'habitude, la population crée souvent ces dictateurs. Vous avez remarqué que la semaine d'avant, c'était les Koulouna, et la semaine d'après, c'était les journalistes. Journalistes, politiques, religieux. C'est comme ça que ça se passe. Et il y a des gens qui ont réfléchi sur ça. C'est pour ça que je vous ai parlé de la fenêtre d'Overton. Ça se passe partout. C'est-à-dire, si vous donnez l'opportunité à quelqu'un d'aller dans les extrêmes. Et là encore, je trouve que c'est dichotomique parce que l'UDPS au pouvoir, c'est un parti socialiste. La peine de mort, c'est plus dans l'extrême, c'est-à-dire de droite.
On part en France, c'est la droite qui utilise les termes comme peine de mort, exécution. C'est dichotomique. Un parti socialiste ne peut pas parler de l'exécution. Alors, à savoir, vous avez évoqué dans votre préambule, vous avez dit ça vient de chez toi. Ça veut dire que si on analyse bien la peine de mort, c'est-à-dire le banditisme urbain aujourd'hui, est lié à la pauvreté. Est-ce que vous avez déjà vu un Koulouna qui dit « Non, moi je viens des beaux quartiers de la Gombe. C'est où chez vous? Non, moi c'est à ma campagne, villa, etc. » Non. C'est chez nous là-bas. Ils viennent toujours des banlieues, voilà, des milieux reculés. Refuser de regarder cette question de la délinquance dans d'autres angles, ça m'intrigue. C'est-à-dire vous refusez de comprendre que ces enfants-là, ce sont des enfants qui ont été abandonnés. Quand Dieu dit Dieu de la justice, Dieu est un Dieu juste, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous voulez nous faire comprendre? Le ministre de la formation professionnelle, soupçonné d'avoir détourné 10 millions de dollars destinés à construire les centres de formation professionnelle pour les enfants, fait 2 jours en prison. Il sort. Mais ces enfants-là, qui n'ont pas bénéficié de la formation, bien sûr l'éducation, bien sûr la famille et la cellule de base, d'accord, mais si la famille rate, c'est l'État qui récupère, comme le Léviathan. Mais l'État n'a pas récupéré. On met sur la balance cet enfant-là qui a volé un téléphone parce qu'il n'a pas été formé, et le ministre ou la ministre qui a, elle, détourné 10 millions de dollars, vous allez exécuter celui qui a volé un téléphone, et celle qui a volé 10 millions de dollars reste tranquille. Et moi, en tant que député, vous allez me dire, non, pour elle, on va voir après, mais accepte d'abord qu'on exécute celui qui vole le téléphone. Non. Moi, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. C'est facile de surfer sur la vague du populisme. Le peuple quinois souffre des Koulouna. Nous souffrons. Moi, j'habite la Funa chez moi. Je sais ce que ça représente. J'ai perdu un de mes collaborateurs à Kisenso qui a été haché à la machette par des Koulouna à cause des conflits de quartier, etc. Et les journalistes tués à Kinshasa et un autre à Lubumbashi il y a 2 jours. C'est grave tout ça. C'est ce que le ministre dit. Il faut prendre ces cas. Il dit ceux qui défendent ces Koulouna n'ont jamais été attaqués. Ils n'ont jamais été pris pour cible. C'est faux et archi faux. Mais on s'attaque aux symptômes au lieu de s'attaquer à la cause. Qu'est-ce que nous attendons? Je vous ai donné l'exemple ici. En 1968, les Koulouna à Kinshasa étaient dus à l'exode rural. Et vous imaginez si déjà en 1968, on avait des hommes d'État, des hommes capables de réfléchir, de se projeter dans l'avenir, qui se mettaient déjà autour d'une table, commençaient à réfléchir, ils se disent, nous sommes au sortir de l'indépendance. En 1968, nous sommes déjà confrontés à l'exode rural qui nous amène au banditisme urbain. Commençons à réfléchir déjà sur l'urbanisation de nos villages, de nos territoires, pour qu'il n'y ait pas tout le monde ici à Kinshasa. Imaginez à l'époque si on commençait déjà à réfléchir comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est fait? On a réfléchi tout de suite à tuer. Et après avoir tué, 5 ans après, une autre vague. Et donc, quelle est la différence entre ce que l'excellence Moutamba est en train de faire et ce que Luzolo Bambi a fait? N'est-ce pas que Luzolo Bambi a envoyé des gens à Ngenga? N'est-ce pas qu'il a envoyé des Koulouna à Bouluo? N'est-ce pas qu'il a fait? Ok. Il y a eu l'opération Likofi ici. N'est-ce pas que, voilà, on a ouï dire qu'on a tué les gens ici? Mais pourquoi? On doit se poser les questions comme des humains. Évoluons. Mais pourquoi malgré tout ça, ce phénomène est récurrent? Ça veut dire peut-être que la cause est ailleurs. Réfléchissons aussi à la cause. Et pour vous, la cause, c'est notamment la pauvreté. La pauvreté, le chômage. Le cercle familial a été brisé par beaucoup de raisons, comme le chômage de parents, la pauvreté. Mais on va partir loin, mais il y a aussi le manque, par exemple, d'éclairage public. Est-ce que les Koulouna vont faire leur Koulouna là où il y a le courant chaque jour, là où il y a l'électricité, là où il y a la lumière? Regardez, ils se cachent où? Ils se cachent là où il fait noir parce qu'il n'y a pas de courant. Donc, c'est vraiment un problème qui est lié. Et moi, j'invite, à travers peut-être la Première ministre, à prendre cette question-là au sérieux, de ne pas banaliser, de ne pas dire on va être tué et puis ça va. Non. Nous sommes des hommes politiques. On est censé réfléchir sur ce qui va arriver demain, après-demain. Peut-être que les gens ne connaissent pas l'histoire. Je vais vous raconter. Pourquoi Mouzé avait
invoqué ce moratoire de fait. Est-ce que vous savez que Mouzé avait assassiné des enfants qui étaient innocents? À l'époque, en 2001, le convoi de M. Massango Moulongo a été attaqué. Il y a eu mort d'homme, son garde du corps. Alors, on devrait arrêter les gens. 48 heures après, on arrête des enfants soldats, comme on le dit, parce qu'ils avaient 18, peut-être 20 ans. On les arrête. L'un d'eux clamait son innocence jusqu'à la dernière minute. Il disait, c'est pas moi, ne me tuez pas. Alors on va faire exécuter ces enfants-là, comme quoi c'est eux qui ont attaqué le convoi de M. Massango Moulongo. Après une semaine, on va arrêter les vrais coupables et on va se rendre compte que ces enfants-là étaient des innocents. Et Mouzé, avec la pression des ONG, c'est comme ça qu'il va dire, j'accepte, j'ai tué des innocents. À partir d'aujourd'hui, on condamne, mais on n'exécute plus. On vient de là. Oui. Et en 1999 également, vous allez l'écouter peut-être dans les discours de l'ancien président de la République, 2 gestionnaires de l'armée ont été tués, ont été exécutés innocemment. Pourquoi? Parce qu'elle ne t'aime pas, il te met dans la liste, il dit c'est lui le coupable et il a été exécuté dans ce pays. Donc à chaque fois qu'on a évoqué la peine de mort, bien la question du moratoire, ça a vraiment été parce qu'on a tué des innocents. Les gens en profitent pour se régler des comptes, voilà, ça devient un abattoir des innocents justement. C'est pour ça que nous proposons, puisque le ministre a dit que lui il est venu pour guérir la justice, qu'il ne se trompe pas de méthodologie de travail. Qui commence d'abord par guérir la justice et puis nous verrons à l'état actuel de la justice de notre pays, de la prison, de nos parquets, et même il y a eu un grand débat sur la magistrature, est-ce que ça vaut la peine d'aller dans les extrémités, dans l'irréversible? C'est une question. Est-ce que ça vaut la peine? Mais le problème aussi, c'est que ces jeunes, quand on les arrête, qu'ils purgent leur peine à Makala, dès qu'ils sont relaxés, il est récidive, c'est ça le problème. Cher Jean-Pierre, je suis d'accord avec vous que l'on puisse parler de la question de Koulouna. Je ne suis pas favorable à la peine de mort. Je vois la chose dans sa globalité. C'est-à-dire, moi, je parle de la peine de mort. Je ne parle pas de la peine de mort pour les Koulouna. Seulement, non. Je parle de l'usage de la peine de mort dans un pays dont la Constitution dit que la vie, c'est le droit suprême. Je suis contre la culture de la mort, et par les Koulouna, et par l'État. Donc, quand les Koulouna tuent les gens, moi, je suis contre. Quand l'État tue les gens, je suis également contre. Je suis contre la culture de la mort dans un État. Je pense que si on doit donner la mort, c'est aux autres, pas entre nous. Donc, voilà, voilà la plus grande question. Donc, je reviens sur la question du moratoire. Oui. Donc, Mouzé a dit, voilà, on va... Mouzé, les maquisards. Mouzé, le rebelle. Hein. C'est lui-là qui a grandi dans les maquis, voilà. Il a dit, je suspends. À partir d'aujourd'hui, on condamne la peine, on condamne à la peine de mort, mais on n'exécute pas. Et nous étions là. Jusqu'à ce qu'il y a eu beaucoup de pression. Les gens vont faire comprendre au chef de l'État qu'il y a beaucoup d'infiltrés, voilà, il y a beaucoup de... Mais notre plus grand problème est de savoir, est-ce que dans ce lot, il n'y aura pas des innocents? Est-ce que si on exécute des innocents, ça sera la faute à qui? Et donc, nous réfléchissons dans la globalité. Si on doit exécuter, il faut qu'on ait épuisé toutes les voies de recours. Vous savez, le but d'un débat, ce n'est pas seulement d'avoir raison. Le but d'un débat, c'est faire évoluer la question. Et donc, peut-être, si on accepte d'avoir un débat sur la question de la peine de mort, ça peut nous aider à évoluer de notre manière de voir la République. Ça peut nous aider à évoluer. Et banaliser, moi vraiment, c'est banaliser. Parce que j'ai entendu des choses et la population, comme elle est vraiment inventive, elle a commencé à dire « Au Betty Winner, peine de mort. Au Saliboué, peine de mort. Au Saliboué, peine de mort. » C'est-à-dire, une chose aussi grave a été banalisée. A été vraiment banalisée parce que, voilà, on veut parler. Je comprends qu'en tant que autorité, nous avons cette envie-là de mettre fin au Koulouna. Mais moi aussi, je suis en train de vous expliquer que ça a déjà été fait plusieurs fois et ça n'a jamais apporté une solution définitive. Les référés produiraient toujours les mêmes résultats. Exactement. Ça sera peut-être l'alcalmie de 2 ans, peut-être 3 ans. Ça va. Et la question maintenant, qu'est-ce qu'on fait?
Qu'est-ce qu'on fait? Parce que la question prend des proportions exponentielles. Plus personne n'est en sécurité, même le rat dans son trou pourri. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse faire? On condamne? On jette en prison? On relaxe demain? Il récidive? Il faut regarder Molière TV pour réaliser la cruauté des actions de ces jeunes. Qu'est-ce qu'on fait? On restaure la famille. On paye les fonctionnaires comme il se doit. On met les fonctionnaires parce que c'est la fonction publique qui a aujourd'hui plus de parents dans notre pays. L'État qui est le plus gros employeur. Voilà. Ouais. On restaure la fonction publique. Les parents sont bien traités, c'est-à-dire soignés comme on le faisait en son temps. Les parents, la protection, j'ai parlé de l'urbanisme, urbanisé. On se réveille un matin où, chez nous, on vend des maisons à 4 mètres, à 5 mètres, des maisons, des parcelles. Mais qui signe, qui donne des autorisations pour des maisons de 4 mètres, s'il vous plaît? 4 sur 7. 4 sur 7. On fait quoi avec un 4 sur 7? Qui signe ça, mon Dieu? Donc, en fait, on doit réfléchir. On réfléchit en moyen, à court et à long terme. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vrai que nous avons passé tellement du temps dans l'anarchie, dans la corruption, dans le désordre, que le retard à rattraper peut nous paraître aussi grandiose. Mais je pense il n'est jamais trop tard pour faire le bien. Il faut se mettre autour d'une table. Il y a des enfants, ces messieurs, certains, qui se mettent, là, ils volent de téléphone parce qu'ils ont faim. Il y a des autres qui volent parce que, voilà, ils doivent se faire soigner. Parce que chez nous, là-bas, à la plèbe, nous, on cotise. On cotise pour les deuils, on cotise pour manger, on cotise pour tout parce qu'on n'a pas d'argent. Et donc, moi, je plaide pour qu'on ne rejette pas ces côtés-là, de se dire que ces enfants, vous savez, il y a un adage africain qui dit que si le fleuve est sinueux, les méandres, c'est parce qu'il a manqué quelqu'un pour dire au fleuve, ne passe pas comme ça, va tout droit. Donc, ces enfants ont manqué des gens pour leur dire, ne fais pas ça, allez. Nous sommes un pays où aujourd'hui, Winner est devenu le chouchou des jeunes. L'occupation première des jeunes. Est-ce que c'est normal? C'est normal, alors que plus de la moitié de la population est constituée des jeunes. Donc, chaque matin, des jeunes enrichissent un certain blanc inutilement parce qu'il y a personne pour leur dire que vous ne ferez rien avec cet argent-là. Pour ceux qui ne comprennent pas, parce que c'est Winner, c'est le pari foot. Hein. Voilà. Pour ceux qui comprennent des pas. Jeux des hasards. Ouais. Mais c'est devenu des jeux quotidiens. Mais il y a dans des pays de grandes démocraties où la peine de mort est exécutée, est appliquée. Et nous, en Afrique, nous ne sommes pas le premier pays. D'ailleurs, l'année passée, on a exécuté dans 20 pays. La Zambie vient d'abolir il y a quelques jours. Nous sommes restés le dernier pays de l'Afrique centrale parce que le Tchad, je pense que le Tchad a aboli également. Donc, le problème n'est pas de comparer avec tel pays, Parce que parfois, il faut s'inspirer de ce qui s'est fait ailleurs. Non, il faut s'inspirer dans le bon sens. Dans le sens où nous sommes le Congo. Nous sommes la terre de l'avenir. Nous représentons aujourd'hui plus de 150 millions d'habitants, selon certaines sources. Plus ou moins, je ne sais pas, mais nous sommes autour de ça. Nous avons 9 pays voisins qui sont prêts à chaque fois à nous soutirer soit la main-d'œuvre, soit les matières premières, soit... Bref, nous sommes dans une situation où le Congo est grand et exige de nous la grandeur. La grandeur, c'est d'abord intrinsèque. C'est que nous pensons de nos lois. C'est que nous pensons de comment nous allons bâtir notre République, pas seulement d'aujourd'hui, parce qu'un homme d'État réfléchit sur ce qui va être la République demain. Et en ce moment-là, si nous mettons toutes les cartes sur table, je vous dis qu'en réfléchissant, nous pouvons sortir ce pays du gouffre si on le veut. Pas seulement spectaculairement, pas seulement par des déclarations, pas seulement, je ne sais pas, par 1000 émissions par jour, mais aussi par la volonté, vraiment la ferme volonté. Aujourd'hui, en tant que parlementaire, quelle marge des manœuvres avez-vous sur cette question à la rentrée de mars? Souhaitez-vous interpeller le ministre Moutamba? Mais quand on a levé le moratoire,
Vous étiez en pleine session, qu'aviez-vous fait? Non. Il y avait la loi de l'habilitation à ouais. l'époque. Donc, c'est passé au niveau du Conseil de ministres. Ah oui, c'est passé justement au niveau du Conseil des ministres. Conseil des ministres et on a été étonnés. Et moi, je clamais jusqu'à la dernière minute. Je disais non. Je disais c'est pas possible. Je pense pas que le président de la République peut autoriser la peine de mort. Lui qui a vécu dans l'UDPS, comment l'UDPS a été traqué, comment les militants de l'UDPS ont été tués sous Mobutu. Je me disais non, le président ne va pas céder à ça. Mais bon, on a opté pour lever le moratoire. Et tout ce que nous pouvons dire en termes de manœuvre, vous savez, la législature passée, l'honorable Mbata avait déposé la proposition de loi abolissant la peine de mort en République démocratique du Congo. Ça a été reprise au niveau du programme, mais ça n'a jamais été fixé dans le grand débat, dans la plénière. Donc, à chaque fois, c'était repoussé. Et donc, la question de la peine de mort partout dans le monde, même en République centrafricaine, ça a été aboli par un collègue député qui a porté la loi. Et donc, je pense que, vous savez, il y a Cicéron qui disait toujours que dans la population, il y a le peuple et il y a la masse. Le peuple réfléchit. Le peuple réfléchit avant d'agir. Mais souvent, la masse se laisse guider par son instinct. Et la masse, c'est libérer Barabbas, tuer Jésus. Libérer Barabbas, c'est ça la masse. La masse, c'est son instinct. La masse, ce sont les sens. C'est dire, oui, exécutez, oui, si vous exécutez. C'est ça la masse. Mais d'un côté, il y a la population qui est composée des élites, des gens qui réfléchissent, qui disent non, vous ne pouvez pas céder au sensationnel. Réfléchissons ensemble. Alors, il est fort possible qu'aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, plusieurs collègues soient rétentionnistes, donc qu'ils espèrent qu'à travers la peine de mort, il y aura la paix dans l'Est. C'est leur vision. Et certains vont dire non, ce sont les choses des Blancs, etc. Il est fort possible que la majorité soit rétentionniste, mais ça ne nous empêche pas d'aller jusqu'au bout avec notre conviction. Parce que moi, je rêve de ce Congo-là. Le Congo où les êtres humains, les Congolais, mes compatriotes, sont protégés. Et tous. Bien. La vie humaine est sacrée. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur la question? Parce que je voudrais maintenant qu'on évoque d'autres questions, notamment la question des réformes constitutionnelles envisagées par le pouvoir. On est en 2025. Le président avait promis l'année passée la mise en place d'une commission pluridisciplinaire pour réfléchir sur la question, éventuellement lui faire des propositions s'il faut changer ou réviser certaines dispositions, certains articles de notre loi fondamentale. Que vous inspire, vous, ces débats, évidemment, toutes les critiques qui sont formulées contre l'actuelle Constitution? Honnêtement, je le pense, parce que, tu sais, j'aurais dû t'apporter une image lorsque j'étais élève autour de 2006. Le débat sur la révision de la Constitution, je crois 2005, quelque part. 2005 là. Oui, et j'étais élève. Le référendum. Le référendum, voilà. J'étais invitée à la RTNC2 à l'époque et on parlait de la révision de la Constitution. Et j'avais dit à l'époque, avec mon uniforme, que ça reste un texte. Et la révision de la Constitution est même comprise dans la Constitution elle-même. Mais la plus grande question, c'est la question de l'opportunité. C'est quoi l'opportunité de réviser la Constitution? Ne révise pas la Constitution qui veut. C'est quand même l'architecture, c'est la charpente osseuse d'une nation. Comme on dit en lingala, mobekoli kondi. Et donc, se réveiller un matin, on ne peut pas banaliser la révision de la Constitution. Et encore une fois, on ouvre la fenêtre d'Overton pour dire que s'il n'y a pas ceci, c'est à cause de la Constitution. S'il n'y a pas cela, s'il y a la guerre dans l'Est, c'est à cause de la Constitution. Donc, c'est cette fenêtre-là que l'on ne veut pas. Particulièrement, je me pose beaucoup de questions sur l'opportunité et sur quels articles, parce que ce n'est pas l'apanage. Oui. Même si on parle de cette commission-là, je pense que ce n'est pas l'apanage des élites. La Constitution n'est pas le droit constitutionnel. Le droit constitutionnel non plus n'est pas la Constitution. Même un garagiste, même un motard peut donner son avis sur la Constitution. Alors, quand j'entends des phrases comme « on va changer la Constitution pour apporter quoi ?»
ou bien quand le Congolais lambda se pose la question de savoir qu'est-ce que vous allez ajouter avec la constitution que vous avez, qu'est-ce que vous avez déjà fait, ce sont des questions fondamentales au sein de la population qui méritent l'attention. Et il faut le savoir quand même, nous sommes dans un pays qui est actuellement, comme d'ailleurs des années passées, nous sommes titillés par nos voisins, nous sommes persécutés par un format de guérilla, par le M23 et d'autres groupes qui sont soutenus par les puissances internationales au sein de notre pays. Alors, s'il y a possibilité de ne pas ouvrir plusieurs fronts, que ce soit une guerre froide ou une guerre chaude, je pense qu'il faut opter pour la paix. Et moi, j'aimerais bien, en tant que parlementaire, écouter cette commission-là, qu'est-ce qu'elles ont à dire, et en ce moment-là, je vais me prononcer pour dire que je suis contre ça, je suis contre ça, je suis pour. Peut-être que... Là, on est à l'étape de la révision, mais si on veut carrément changer les choses. Changer les choses, je ne suis pas juriste, mais je ne comprends pas comment on va changer. Après, les juristes eux-mêmes, déjà à ce niveau, ils ne s'entendent pas. Il y a certains qui disent que le changement n'est pas possible, c'est la révision. Il y a certains qui disent que le changement est possible. Et donc, je ne sais pas me prononcer sur ça. Il faut attendre que le débat s'amène. Voilà, le débat s'emmène, mais je ne vois pas par quel mécanisme il y aura changement de la Constitution. Honnêtement, je ne vois pas par quel mécanisme, mais j'aimerais bien écouter cette commission parce que moi, je ne suis pas nihiliste. Il ne m'arrive pas de dire, je ne suis pas négationniste, de dire non à tout. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, les images, les verbes ne s'envolent plus, tout reste. Alors, il faut rester cohérente dans ce qu'on pense et dans ce qu'on dit. Aujourd'hui, vous voyez comment les gens qui étaient hier des ennemis se mettent ensemble. Ceux qui ne voulaient pas la révision de la Constitution hier, aujourd'hui disent qu'ils veulent la révision de la Constitution. Ouais. Ce qu'ils ne voulaient pas, se sont mis ensemble avec ce qu'ils voulaient hier. Donc, il faut garder la mesure. Vraiment, il faut garder le fil conducteur de ce qu'on pense. Et je pense qu'il serait mieux que cette commission s'exprime pour qu'on sache qu'est-ce qu'ils veulent faire et, au moment opportun, dire non. Cette question est justement à l'origine de la création des alliances. Vous avez parlé de ceux qui étaient contre hier, qui se réunissent avec ceux qui étaient au pouvoir. Je parle de l'alliance en gestation entre Moïse Katumbi, l'ancien président, qui consulte depuis l'étranger où il se trouve, ici au pays. Il y a également des mouvements signalés par-ci, par-là. Quel regard vous portez sur ce front que l'ancien président voudrait piloter, qui affirme maintenant qu'il est en opposition contre le pouvoir de Kinshasa? Je pense qu'il y a des gens qui disent toujours la politique est dynamique. Et je ne suis pas vraiment fan de cette phrase, mais je pense que chacun a le droit de faire la politique comme il veut. Les alliances, c'est font et c'est des fonds. Si aujourd'hui le président Moïse veut se mettre ensemble avec le président Kabila parce qu'il y a un intérêt commun autour de leur combat politique, je pense qu'ils ont le droit de les faire. Mais par exemple, moi, j'ai combattu le régime de Kabila ici, au Congo. Alors, j'ai quand même des questions à poser sur cette alliance. Alors, il faut se le dire, est-ce que cette alliance, c'est seulement pour la conquête ou la reconquête du pouvoir, ou bien cette alliance est vivement souhaitée pour changer la vie de la nation ou changer la vie de Congolais. Alors, j'insiste, chacun a le droit de s'allier avec qui il veut, mais je souhaiterais vraiment que certaines questions soient posées et que certaines réponses soient données. Surtout, personnellement, je ne me vois pas en ce moment, n'ayant pas eu des réponses, je ne me vois pas m'allier, par exemple, à celui que j'ai combattu hier, parce que j'estimais que son régime, voilà, il y avait des violations des droits humains, etc., voilà, corruption, etc., et qu'aujourd'hui, je me retrouve encore dans l'opposition. Je ne me vois pas sans poser certaines questions et sans avoir certaines réponses. Mais j'insiste, chacun a le droit de faire alliance avec qui il veut. En dépit de la dynamique que s'est créée maintenant dans l'opposition. Voilà, et c'est ce que je dis. Vous allez je souhaiterais avoir des réponses d'abord. Voilà, cette dynamique soit autour de la vie des Congolais et non sur la reconquête du pouvoir pour le pouvoir. Après, on ne sait pas changer la vie de Congolais si on n'a pas le pouvoir. La reconquête ou la conquête. Défense, voilà. La défense de la loi fondamentale. De la loi fondamentale, s'il y aura, parce qu'il se pourrait que la commission
n'aille pas jusqu'à la fin. En ce moment-là, ça sera quoi? Donc, laissons le temps au temps, on va voir ce qui va se passer. Au stade actuel, s'il y avait un mouvement, une manifestation, une marche, un meeting initié par l'opposition, vous n'irez pas, c'est ça? Dans le format actuel, non, je n'irai pas. Non, je n'irai pas parce que je n'ai pas des réponses à mes questions. À ceux qui disent que vous avez un faible, enfin, pas un faible, mais que vous avez un penchant pour le pouvoir, est-ce qu'ils ont tort ou qui vous voient traverser? Je pense que chacun est libre. Comme on a dit, les alliances se font et se défont. Chacun est libre, mais je suis indépendante et je reste indépendante actuellement. Jusqu'à... Vous savez, à l'époque où l'ensemble devrait s'allier à l'UDPS, j'étais la seule, pas à l'UDPS, mais à la majorité à l'époque. À l'Union sacrée. Voilà, l'Union sacrée. À l'époque, j'ai été esseulée au niveau du parti parce que je disais que ça n'avait pas lieu d'être cette alliance, si et seulement si le président Moïse voulait créer cette alliance avec Tshisekedi. Politiquement, il fallait faire une alliance de 2 mandats. Avec un seul mandat, politiquement, ça serait suicidaire pour nous. Le temps a fini par vous donner raison. C'est ça. Mon père dit que la politique, c'est dans le sang. Soit on l'a, soit on l'a pas. Si on n'a pas la politique dans le sang, on va se faire dribbler, on va se faire... Voilà. Les gens qui hier défendaient que le président Moïse devrait rejoindre son frère, Fachi Béton, aujourd'hui, je ne sais pas par quel miracle, il me voit chez Fachi Béton. Donc, vous voyez qu'il y a certaines personnes qui font la politique, mais en réalité, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Donc, chacun est libre de mais quand on dit que l'union fait la force, quand on est seul, on se sent un peu minorisé, non? Oui, mais le problème, ce sont les fondamentaux. On se bat pourquoi? Parce que si on ne sait pas pourquoi on se bat, il est fort possible qu'après le butin, on commence à se chamailler. C'est pour ça que au sortir des élections de 2018, automatiquement, l'alliance, UDPS et Kabila, ça bardait parce que c'était une alliance de facto, sans fondamentaux, sans base solide. On s'était mis ensemble sans savoir où on allait et ça posait de problèmes. C'est pour ça qu'il y a eu vraiment éclatement. Et c'est la même question ou le même raisonnement que je pose à cette alliance. Quels sont les fondamentaux? Sinon, ça sera éclatement. Vous savez, souvent, après un butin, le problème se pose au moment du partage. Le partage, qui prendra quoi? Ça pose problème. Donc, il y a des questions qui méritent d'être posées. Mais un 3e mandat, c'est une ligne rouge à ne pas franchir pour vous. 3e mandat pour le président Félix. Si j'avais un conseil à donner au président Félix, ce serait de ne pas faire un 3e mandat. Parce que je pense qu'il va jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire le travail de la démocratie fait par l'UDPS, qui a appris à tout le monde à parler, à lever le ton, à dire quand ça ne va pas et tout. Si le président Félix le fait, ça sera vraiment jeter le bébé avec l'eau du bain. Ça sera vraiment jeter le bébé. Ils peuvent capitaliser. Il y a plusieurs manières à conserver le pouvoir. Et le problème avec le politique, vous savez, conquérir le pouvoir, c'est un petit jeu, mais conserver le pouvoir. Et lorsque peut-être on dit, voilà, au pays, il n'y a pas l'opposition, l'opposition, c'est bien. Mais la population a toujours été la grande opposition. Et dans ses actions, il doit mettre la population en avant. S'il travaille pour la population, il sortira avec un héritage. Pourquoi aujourd'hui on parle de Thomas Sankara? Aucun Burkinabé ne peut terminer la journée sans parler de Thomas Sankara. On parle de ces hommes-là parce qu'ils ont légué un véritable héritage. En fin de compte... Et il n'a travaillé que pendant 4 ans, voilà. Pas plus. On note l'héritage, la population retient. En 2000, voilà, il y avait un président, il a fini son mandat, il est parti. On retient l'héritage. On ne retient pas le nombre de mandats ou le nombre des années, non. C'est l'héritage que l'on retient. Et je souhaiterais vraiment qu'il puisse léguer cet héritage-là à sa nation. En 6 ans de gouvernance, est-ce que vous pensez-vous que le peuple a trouvé sa part? Non, le peuple s'exprime, le peuple parle. Moi, je travaille beaucoup dans les communautés, je suis tout le temps sur terrain, je parle avec la population. Les attentes, c'est vrai que les attentes sont légion. Les attentes de la population, vraiment, c'était on aura un changement.
Et surtout que nous sommes en partie responsables. Nous avons dit à la population qu'il faut laisser passer ces régimes. Actuellement, il faut donner la chance à d'autres personnes. Et quand quelqu'un ne mange pas bien, quand quelqu'un sort avec les embouteillages, quand quelqu'un n'est pas en sécurité avec son téléphone, ou une femme doit cacher sa perruque parce que quelqu'un va voler sa perruque, etc., où les salaires sont faiblement payés, etc., on ne peut pas parler des attentes de la population. Et la population revendique. C'est pour ça, en tant que député, je travaille beaucoup avec les syndicats, je travaille beaucoup avec les mouvements des grèves. Je relaie toujours, que ça se passe à l'ONATRA, que ça se passe chez les éducateurs sociaux aujourd'hui qui réclament plus de 5 ans d'arriérés, etc. J'accompagne toujours les fonctionnaires ou toute couche de la population qui revendique. Parce Il y a pourtant une femme à la tête du gouvernement, c'est une première en autant de décennies. Je pense que Mme Soumino a beaucoup de qualités. Je pense qu'elle a beaucoup de qualités en termes de compétences. Elle peut faire quelque chose, mais vous allez comprendre que parfois, ce n'est pas facile. Même si on veut faire quelque chose, tel que l'administration ou tel que politiquement, les ficelles sont tirées, il est parfois difficile de faire ce qu'on veut faire sans que les autres s'interposent. Et je pense particulièrement que c'est une femme qui peut faire bouger les choses si elle en a la possibilité. Et peut-être que vous allez me rétorquer, il faut créer la possibilité. Et moi, je l'inviterai officiellement à créer la possibilité de laisser, de graver son nom. Voilà. Le regard que vous portez sur la guerre dans l'Est, on va finir par là. Des violents affrontements tous ces week-ends ont opposé l'armée loyaliste aux rebelles ou aux terroristes du M23 qui ont tantôt pris Massissi, tantôt repris par notre armée. Le processus de Luanda ou de Nairobi, de façon globale, le regard qu'il faut porter sur cette question. Il y a un grand penseur dans les relations internationales, politique internationale, Colin Powell, qui dit dans la politique américaine, la politique étrangère, que ce qu'on ne peut pas avoir par l'argent, par l'appât, il faut l'avoir par la force. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut finalement mener cette guerre. Après, la guerre, elle a plusieurs dimensions. La guerre peut être diplomatique, la guerre peut être économique, voilà. Mais il faut officiellement, tant qu'il n'y aura pas des bébés aussi morts sur les territoires rwandais, tant qu'il n'y aura pas des femmes en pleurs sur les territoires rwandais, M. Kagame ne jaugera pas l'ampleur de ce que ça fait. La souffrance de la population congolaise. Je suis de ceux qui pensent que les langues ont été déliées. On commence à plus parler de cette question-là. Et au niveau de la politique internationale, la RDC doit savoir que ce sont les rapports des forces. En politique, il n'y a pas d'état d'âme, il n'y a pas « c'est mon voisin, je l'aime beaucoup, c'est mon voisin chéri ». Non, il n'y a que des concessions à faire à un certain moment et de la puissance à mettre à un certain moment. Et donc, l'angle que nous avons pris avec les M23, il faut les exterminer. Il faut les exterminer, il faut chercher surtout les visages connus. Ce sont les visages connus d'abord qu'il faut exterminer. Il faut les montrer devant la population, il faut qu'ils comprennent. On ne peut pas comprendre que les gens qui prétendent vivre dans un pays, dire qu'ils sont discriminés. Alors, puisque nous sommes discriminés, nous allons toucher les armes. Nous savons que ce ne sont que des prétextes, mais la réalité, ce sont des tireurs de ficelles qui sont ailleurs, notamment M. Kagame, qui, avec le coltan, s'amuse à mettre la RDC en insécurité pour faire passer le coltan. Et maintenant, sur le plan international, puisque nous parlions tout à l'heure de la politique internationale, le Rwanda a l'habitude d'utiliser trois sujets. La première, c'est la discrimination. Ils disent, voilà, certains frères rwandais qui sont sur les territoires congolais sont discriminés. Moi, j'ai dit, c'est faux et archi faux. Le Congolais, c'est le peuple le plus hospitalier. Donc, tu ne crées pas de problème, tu es sur notre territoire, on ne te crée pas non plus de problème. C'est faux. La deuxième chose, c'est le génocide. On parle du génocide, il dit que voilà, nous, on a été tués, etc.
je compatis. Je compatis avec le génocide rwandais, comme je compatis avec la Shoah, comme je compatis avec les génocides au Cambodge, comme je compatis avec le génocide des Arméniens, etc. Mais je voudrais faire comprendre à la communauté internationale, à travers ce message, que ici nous parlons de 300 à 400 000 morts. Je ne suis pas, je ne rejette pas, ou bien je ne suis pas en train de minimiser le génocide des autres. Mais j'aimerais bien que les gens compatissent avec moi aussi. Parce que d'un côté, on parle de 10 millions d'habitants, de 10 millions de morts. Ouais. 10 millions de morts, sans compter plus de 15 millions de déplacés internes. Ce sont des chiffres monstres, ce sont des chiffres faramineux. Et je ne mets pas dans la balance parce que les morts sont les morts, le génocide reste quelque chose d'inhumain, mais j'aimerais quand même comprendre que ce langage-là, au niveau de la communauté internationale, doit être idéalisé. Et ce n'est pas évident. Et la troisième option de M. Kagame sur le plan international, il parle de FDLR. Il dit que aussi longtemps que les FDLR seront une menace pour le Rwanda, lui, il doit contrôler les FDLR. Mais il m'est arrivé dans un forum de poser la question que depuis que les FDLR sont au Congo, combien d'enfants ont-ils tué sur les territoires rwandais reconnus, c'est-à-dire au-delà des frontières? Quelle menace représente-t-il pour le Rwanda? Quelle menace pour le Rwanda? En termes de morts actuellement, il peut nous dire combien d'enfants les FDLR ont tués sur les territoires rwandais. Les statistiques sont faibles, ce n'est pas inexistant. Voilà. Ouais. Et sur ça, vous ne pouvez pas nous provoquer. Voilà. Après, nous devons être grands, comme notre pays. Comme Lumumba l'a dit, le Congo est grand, exige de nous de la grandeur. Ça veut dire une armée forte, où l'argent des militaires n'est pas volé, où les militaires sont payés, où un militaire au front ne se soucie pas de sa femme qui est restée, de ses enfants, s'ils vont à l'école ou pas. Une armée où on sait qu'à tel endroit, lorsque vous êtes malade ou bien lorsque vous avez été touché, vous êtes dirigé vers un médecin convenable, où on a des psychologues qui peuvent prendre en charge les militaires. C'est cette armée-là, grande, que nous voulons. Et donc, c'est vraiment une question qui est liée. Et je pense que le moment est bien choisi pour pacifier l'Est de la RDC. Est-ce qu'on n'a pas dit aujourd'hui? On a tout dit. Je sais. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie, et également vos téléspectateurs. La prochaine émission, j'espère que ce ne sera pas en 2028. Révélez-nous dès que possible. À tout moment, nous continuerons à toquer à votre porte. On espère qu'elles seront toujours aussi ouvertes pour nous. Merci pour l'honneur que vous nous avez fait. Je vous en prie. C'était donc l'honorable Christelle Wanga qui était de passage chez nous. On a passé un bon moment de télé comme nous l'aimons ici. On espère que où vous êtes, vous avez apprécié, pris note. Continuez à nous regarder, à vous abonner et à prendre également soin de ceux qui comptent pour vous. Prendre également soin du Congo, notre patrimoine. Salut.